So you're in the group with your ex-boyfriend and your new boyfriend. Dans la vie, rien n'est jamais acquis. Alors c'est une banalité de le dire, mais quand tout semble aller pour le mieux, quand on semble se diriger vers la voie impromptue du bonheur, on peut se dire que la vie nous fait une promesse, que la vie nous pose justement un acquis. Et cet acquis, cette promesse, pour beaucoup de gens, pour beaucoup de fans de R&B, mais aussi pour beaucoup de magnats, de gros noms de l'industrie au début des années 2000, avait un nom, il s'appelait Claudette Ortiz. Imaginez, pour les filles qui me regardent, que vous êtes très belle. Enfin, je sais que vous êtes très belle, mais ajoutez-vous encore des points. Si vous savez que vous êtes une 10 sur 10, je sais qu'il n'y a que des 10 sur 10 sur Music Feeling, ça c'est logique, voilà quoi. Mais mettez-vous même 14, 15 sur 10 en fait. Mettez-vous encore plus. Et les gars qui sont dans la place là, imaginez aussi que vous regardez là tout de suite une fille, vous vous dites qu'elle est 9,5 sur 10, vu que c'est le langage actuel et qu'elle est une 9,5 sur 10, bah dites-vous là d'un coin là, regardant qu'elle est une 15 sur 10, c'est-à-dire que la fille est vraiment jolie. Vous ajoutez à ça le fait que la fille ait une jolie voix, un timbre reconnaissable, très soulful et sirupeux à la fois, qui fait qu'on la reconnaît. Comme si ces deux éléments-là ne suffisaient pas, vous êtes vendu dans un groupe, dans une place qui pourrait être pensée similaire à celle de Lauryn Hill. Oui, j'ai bien dit Lauryn Hill. Et quand ce groupe-là va avoir le disque d'or, absolument tout le game veut collaborer avec vous. Ja Rule, Nas, Remy Ma, Boyz II Men, on semble s'arracher du Claudette Ortiz. Quasiment tous les producteurs du game vont entrer en studio avec elle et elle va me réussir à enregistrer en premier un tube mondial. Oh, baby, when you talk like that. Et pourtant, malgré tout ça, il n'y a quasiment pas de traces. On dirait que Claudette Ortiz restait une sorte de rêve, une sorte d'épiphanie qui n'a jamais abouti, qui n'a jamais vraiment floppé et qui d'un coup est passée de cette starification à devenir pendant un moment la fille moquée, voire slut-shamée du game, avant de finir finalement à la rue avec ses 3 enfants. Mais avant ça, cette vidéo est sponsorisée par Emma Matla parce que franchement, je tiens à vous féliciter. J'ai eu pas mal de retours de la Saint-Valentin là. J'étais un peu inquiet, mais j'ai vu pas mal de vos messages qui expliquaient que vous avez bien fait les choses, dîner romantique, chandelles, bougies. Franchement, j'ai eu les messages et j'étais fier de vous. Sauf que la plupart d'entre vous avaient oublié la chose essentielle pour le moment fatidique. La literie, mal de dos, mauvaise nuit. Moi-même, j'ai fait cette erreur et c'est pour ça que je vous parle aujourd'hui d'Emma Matla, qui est une des marques de matelas les plus populaires de la place, avec un catalogue à la fois confortable et qualitatif. Il s'adapte à toutes les formes corporelles et à toutes les positions. J'ai moi-même reçu un matelas hybride qui a totalement changé mes nuits et qui a été primé 7 fois en Europe. C'est limite comme un tube de Stromae, mais vous avez aussi des matelas comme le matelas bébé qui a été élu produit de l'année 2023. En allant sur leur site, vous pourrez aussi agrémenter tout ça avec un lit en bonne et due forme, des oreillers de qualité. Moi, je dors très peu, très mal. Donc, du coup, ça a vraiment amélioré la qualité de mon sommeil. Il y a une garantie sur 10 ans. Vous pouvez faire un retour au bout de 100 nuits. Et surtout, grâce au code MUSIC qui s'affiche là à l'écran, vous avez jusqu'à 10% de réduction sur leur site Emma Matla. Si votre partenaire actuel est resté après la Saint-Valentin horrible que vous lui avez fait passer sur le matelas actuel, c'est que c'est le bon ou c'est la bonne. Elle mérite donc le meilleur. C'est le moment de vous rattraper. Nous sommes dans un lycée du New Jersey au milieu des années 90. Au fur et à mesure que nous entrons dans ce couloir, on voit une jolie petite fille avec des yeux en amande qui court. Et les yeux en amande de cette jolie petite fille brillent pour un gars qui est dans la classe de sa grande sœur. C'est un peu le bad boy du lycée. Il rappe, il plaît à toutes les filles. Et elle aussi est très intéressée par lui, même si sa grande sœur le lui a interdit. C'est une famille plutôt modeste. Elles ont grandi en chantant toutes les deux. Et la grande sœur trouve que ce garçon qui s'appelle Robbie n'est pas fait pour sa petite sœur. Elle trouve que c'est un gars qui boit beaucoup alors qu'ils ne sont qu'au lycée. Bon, il a 3-4 ans de plus qu'elle. Mais c'est surtout le fait qu'il boive et qu'elle pense qu'il pourrait être violent qui lui fait peur. Elle confie ses doutes à sa petite sœur. Et bien évidemment, sa petite sœur, la petite Claudette, lui dit « Oui, j'ai compris, grande sœur, je ne vais plus le voir. » Pas vrai,
Oui, bon, clairement, je déconne. Bien sûr qu'elle ne va pas écouter les conseils de sa sœur. Elle va les jeter à la poubelle. Elle va courir vers son Robbie parce qu'il s'appelle Robbie. Et ils vont vivre leur super histoire d'amour avec des tubes de Jodeci, de Nat King Cole. Parce que les deux sont intéressés par la musique et notamment Robbie. D'ailleurs, Claudette le soutient, le pousse à réaliser ses rêves. Et plus la relation va avancer quand ils vont quitter le lycée, plus elle deviendra toxique. C'est-à-dire que Robbie va tenir les promesses de la grande sœur. Il va continuer à boire, il va devenir un peu violent. Mais Robbie a quand même du talent. C'est pour ça qu'un jour, il réussit à avoir un contrat chez Interscope qui veut le signer en tant qu'artiste solo. Et bien sûr, la petite Claudette le soutient. Elle est tellement amoureuse de son Booby qu'elle est prête à faire les bacs, faire les chœurs sur les chansons, l'aider à écrire certains textes. Et elle est toute jeune, donc vraiment c'est un univers qui la passionne et elle est ravie de découvrir tout ça. Quand Interscope repère aussi la petite Claudette, ils se disent mais vraiment il y a une alchimie. Et au même moment, ils étaient aussi en train de signer un contrat solo avec le chanteur Ryan Toby qui venait de cartonner avec Sister Act 2. Là, le label se dit, ce gars est talentueux, il veut signer en solo. Robbie aussi est talentueux, il veut signer en solo. Claudette, là, nous intéresse parce qu'elle est mignonne, elle sait faire plein de petites choses. Et en fait, ces trois-là nous rappellent un peu les Fugees. Donc, on va appeler Wyclef et on va leur proposer, en fait, tous les trois de faire un groupe. Ce sera d'autant plus intéressant que les trois se connaissent. Ils ont été dans le même lycée. Donc, de fait, c'est un petit peu un retour familial. On leur propose de former ce groupe qui va donc s'appeler City High. Ils acceptent et ils commencent à travailler sur l'identité musicale du groupe qui est hyper intéressante, même s'ils n'ont qu'un album. Parce qu'effectivement, City High est assez bien écrit et très bien pensé comme projet parce qu'en fait, Ryan Toby raconte vraiment des histoires de vie. Du premier single qui s'appelle What Would You Do? Alors, c'est Wyclef qui avait eu l'idée de les assembler. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a cette référence aux Fugees. Et c'est aussi lui qui supervise un peu ce projet qui, pour moi, c'est un peu particulier parce que dans l'ère dans laquelle nous sommes, on ne juge que les classiques ou les grands albums aux chiffres. Alors, City High, pour moi, ce n'est pas un classique, un gros classique, mais c'est une réussite absolument remarquable dans un exercice dans lequel énormément d'artistes que vous connaissez, plein de superstars qui ont beaucoup de chiffres de stream, se sont totalement plantés. Parce qu'en fait, leur concept, c'est une des choses les plus difficiles dans la musique R&B hip-hop des 30 dernières années. Prendre le son du moment, le structurer dans un album du genre et parler au lieu d'amour, de drogue et ce genre de choses, de sujets totalement sociaux. C'est-à-dire qu'en fait, l'album est vraiment structuré sur des maximes, des histoires, des revendications qui s'inscrivent totalement dans le sociétal et ils vont justement réussir avec ce genre de chansons à faire des tubes. Par exemple, sur le premier single What Would You Do, qui pour moi est réellement un classique pour le coup, en fait, ils parlent des jeunes mères célibataires qui se prostituent ou alors vendent leurs services pour pouvoir s'occuper de leurs enfants. Pour pouvoir rentrer dans ce sujet, et c'est là l'un des autres points forts de l'album, il y a tout un storytelling qui installe l'histoire, il la rencontre dans une soirée et effectivement vient ce fameux refrain qui est incroyablement catchy et qui plus la chanson avance va comme dans un crescendo. Le titre va cartonner et c'est exactement là leur force. Quand vous voyez par exemple Kendrick Lamar, vous voyez que quand il fait des chansons qui n'ont pas vraiment de gros thèmes revendicateurs, ça passe plutôt bien en radio. Quand il revient sur ses terres et qu'il fait des chansons aux sujets sociaux, ça ne passe pas du tout en radio. La force de City High, c'est justement sans avoir l'aura de superstar, 3 personnes plus ou moins normales, 3 gamins qui s'identifient à leur génération de l'époque, réussir à faire des chansons qui ne parlent pas simplement d'amour, de la vente de drogue et ce genre de choses, mais qui porte des messages exactement comme le second single Caramel qui sera encore un autre tube avec la fameuse phrase du refrain qui a imprimé Claudette. 5 brown eyes. 1m65 avec les yeux marrons, elle est une femme de couleur, une femme caramel qui ne se laisse pas faire, qui ne couche pas le premier soir et qui est indépendante. C'est le message de Caramel qui sera donc leur autre tube. Et franchement, chaque fois qu'elle fait
5 with brown eyes. Je peux mourir. Et en fait, si vous ne prêtez pas attention aux paroles, vous pourrez vous dire que c'est un autre tube d'une fille qui chante comme Ashanti ou alors comme Christina Milian, mais pas du tout. Et c'est exactement là la grosse force du projet. Vous prenez par exemple l'autre single qui s'appelait City High Anthem. Là, ils reviennent vraiment sur le fait que beaucoup de gens de la communauté afro-américaine sont totalement perdus. Et même à l'école, ils ne trouvent pas l'adrénaline qu'ils vont finir par trouver dans le trafic de drogue. Et dans ce même album, il y a même une chanson que R. Kelly aurait dû écouter parce qu'on prévient sur la pédophilie. 15 will get you 20, 16 will get you 10. 15 ans te donneront 20 ans de prison et 16 ans t'en donneront 10. Et si tu veux tout savoir, c'est arrivé à des amis à moi. Et justement, il le raconte. Le projet sera bien accueilli par la critique, ils vont très rapidement se faire un nom, il va aussi y avoir ce mini côté Fugees avec lequel ils vont jouer sur les différents visuels. Et quand il va y avoir le disque d'or en fin d'année 2001, tout le monde va se dire, ils sont plus ou moins prêts à s'installer sur la scène. Il y a vraiment quelque chose à jouer avec ce groupe-là. L'image de Claudette Ortiz va complètement exploser dans le game. On va commencer à la voir un peu partout. Mais en coulisses, le groupe va commencer à se fissurer. Tout simplement parce que l'amour, la fameuse prévision de la grande sœur. Robbie devenant de plus en plus violent et de plus en plus possessif avec Claudette, Claudette va décider de le quitter et juste après de le remplacer. Sauf que le remplacement de Robbie ne sera pas très loin. Il va être l'autre collaborateur de City High, à savoir Ryan. Je vous laisse donc imaginer l'ambiance de la promo de cet album de City High. À savoir que Claudette Ortiz va se retrouver à faire des tournées, des télés avec ses deux ex et surtout l'un de ses ex, le violent Robbie, qui voulait à chaque fois la frapper ou la violenter. La tournée du groupe sera incroyablement difficile et au moment où pendant cette tournée-là, elle va finir par tomber enceinte de Ryan, elle va décider d'un coup de mettre un terme à la formation alors qu'il venait d'avoir un album à succès, un gros succès critique. Il y avait d'autres singles à exploiter sur l'album, d'ailleurs le label s'apprêtait à le faire et elle va décider qu'elle ne pouvait plus tenir cette relation absolument toxique, donc elle va partir et continuer sa vie avec Ryan Toby. Mais dans le même temps, Wyclef, ayant compris qu'il y avait un véritable intérêt autour d'elle, va sortir en duo à ses côtés le fameux titre. Petite balade romantique qui va être un immense succès pour Wyclef. C'est d'ailleurs un de ses derniers gros tubes et c'est aussi un gros coup pour Claudette. Elle sort du groupe, elle a Wyclef qui lui fait avoir un autre succès. De fait, ça devient une R&B girls en vogue pour l'époque. C'est là que tout le monde l'appelle en duo. En plus, elle s'est un peu rapotée parce qu'effectivement dans le groupe, comme ils étaient un peu sur une formule Fugees Light, elle rappait un peu. Donc maintenant que City High est fini et qu'elle est uniquement avec Ryan, plein de gens font appel à elle dans le game. Elle est recrutée sur pas mal de featuring. Et on commence à se dire que c'est le moment pour elle. Son album va arriver. Elle va tout déchirer. Plusieurs labels se disputent même la sortie de son premier album et Wyclef est toujours là. Il lui fait d'ailleurs enregistrer une fameuse chanson pour une bande originale. À l'époque, ça s'appelle Dance Like This. Il lui dit Claudette pose dessus. Elle le fait, le titre sort sur la bande originale du film Havana Nights, mais le problème de Claudette, c'est qu'elle réfléchit à sa direction artistique. C'est pendant ce temps de réflexion que Wyclef, ayant compris le potentiel de la chanson, va la reprendre et va donc la revendre à Shakira et ça va devenir ce fameux hit mondial, Hips Don't Lie. Le succès de Hips Don't Lie est un peu frustrant pour le label parce que Claudette Ortiz va avoir des sessions d'enregistrement avec tous les gros producteurs du game et à chaque fois elle semble hésitante, ne pas savoir ce qu'elle veut faire musicalement et en plus parfois on trouve qu'elle est plus occupée par son mariage et ses enfants que véritablement sa musique. C'est donc là qu'après ce succès il tape du poing sur la table, on lui dit décide ce que sera ton premier single et en 2007 elle débarque et même bizarrement il y a une hype. Ça fait quasiment 5 ans qu'elle n'a pas eu grand chose, mais comme elle avait laissé son petit souvenir, il y a une hype et le premier single de son album s'appelait Can't Get Enough avec Maze qui sortait à peine de l'église et surtout produit par, je vous laisse écouter.
Vous avez sans doute reconnu, c'est Rich Harrison, le son d'Emery repris par Beyoncé et Jennifer Lopez à l'époque. Le label la balance sur cette voie-là. Et bizarrement, le titre, quand il sort, il y a plutôt un bon buzz en radio. Elle entre à la 90e place au Billboard. On se dit, bon, bizarrement, il y a quelque chose qui se passe en fait. Il y a une sorte d'engouement. Et rapidement après ça, on n'a plus rien. On n'a pas de clip, on n'a pas de suite de promo. Pourquoi? Parce que Claudette rompt avec Ryan Toby après 4 ans de mariage et elle préfère se focaliser sur ses enfants, donc elle quitte progressivement l'industrie. Et cet album qui avait pris tant de temps à être préparé par le label avec tous les gros producteurs, Ronald Jerkins, B. Cox et tous les autres, va être annulé et on ne va quasiment plus entendre parler de Claudette Ortiz pendant quelques années, jusqu'en une interview de 2010 avec Robbie qui faisait son comeback. Il expliquait pourquoi depuis des années il était en dépression, pourquoi sa vie était en totale perdition. Et selon lui, ce n'est pas parce que toute sa vie, il a toujours été un drogué, un alcoolique. C'est parce que dans City High, Claudette Ortiz l'a trompé avec Ryan Toby. I have gone in this path of destruction for a very long time. Ce qui va être un coup dur pour elle parce qu'alors qu'elle avait toujours quasiment eu une très bonne image et qu'elle voulait se relancer dans le game à ce moment-là, on va commencer à la voir comme la fille qui avait détruit City High en sortant avec les 2 mecs du groupe et qui avait fatalement aussi détruit la vie de Robbie qui n'était plus qu'une loque ou alors qui était en dépression et alcoolique parce que depuis City High, on l'avait trompé. Son image était donc de moins en moins bankable dans le game et comme pendant les grandes années où elle pouvait sortir des albums ou sortir des singles, elle n'avait quasiment rien sorti parce qu'elle s'occupait principalement de son mariage qui s'était terminé. Elle n'avait plus de revenus et n'arrivait pas à trouver un travail normal. Elle explique elle-même qu'elle n'avait jamais travaillé de sa vie et qu'elle ne savait pas quoi faire. C'est donc comme ça que vers 2011-2012, quand les banques vont cesser les prêts, elle va se retrouver à vivre dans la rue avec ses enfants. En gros, il vivait dans sa voiture. Elle faisait dormir ses enfants à l'arrière et elle dormait à l'avant. Et c'est comme ça qu'elle s'est débrouillée pendant de nombreux mois. Elle vivait dans sa voiture avec ses enfants jusqu'au jour où l'émission R&B Divas l'appelle. Elle ne savait absolument pas qui l'appelait ni pourquoi on l'appelait. Et on va donc lui proposer de refaire la télé-réalité avec plusieurs autres chanteuses de son époque, chose qu'elle va accepter. Et quand elle va accepter ça, elle va faire le tour de tous les médias à l'époque pour essayer justement de redorer son image. Et c'est d'ailleurs un plaisir de la voir parce que pour le coup, elle se défendait. Elle disait que non, ça ne lui semblait pas bizarre d'être sortie avec les 2 mecs du groupe et qu'elle n'a jamais détruit la vie de Bobby, que Bobby avait toujours été un alcoolique, que Bobby la frappait, qu'il était violent avec elle, mais qu'elle était passée dessus en fait et que le fait qu'aujourd'hui il la rende responsable de sa déchéance à lui était totalement injuste. You look amazing. Thank you. Thank Whoa. you. Move on. So you're in the group with your ex-boyfriend and your new boyfriend. But I had work to do and I had paper to get. So at the end of the day, Just I didn't owe nobody nothing. You know, I wasn't treated good. So I didn't feel like I owed him nothing. That's right. Franchement, à l'époque, on voyait qu'elle avait un gros capital sympathie, en fait. Comme elle est très jolie, elle avait un certain aplomb, on se disait que si elle sortait un petit album, ça allait faire quelque chose. D'ailleurs, dans la télé-réalité, même si elle est effacée, elle réussit à sortir de là avec une bonne image et à signer chez Interscope qui lui fait rencontrer de nombreux producteurs. Donc, on se dit qu'elle va enfin sortir cet album qui finalement n'arrivera jamais. Parce qu'en 2014, 2 ans après, elle va annoncer qu'elle quitte Interscope parce qu'il ne s'était pas entendu sur ce qu'elle voulait faire musicalement. Et finalement, on va quasiment plus jamais la revoir dans le game musical jusqu'à l'an dernier dans un clip plus ou moins comeback et bizarre, même si la chanson est très jolie, de Salam Remi. Alors cette fille a longtemps été un mystère pour moi parce que j'ai vraiment très rarement vu une personne sur laquelle on a investi autant. Je vous dis qu'elle a fait tous les producteurs du game et qui reste du papier calque en fait. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'a jamais pu imprimer quoi que ce soit. Et là, on n'est pas dans un problème de talent parce que ce n'est pas une plante verte. Elle sait chanter et vous serez même surpris. Vous pouvez écouter des chansons comme Automatique. Elle a un vrai grain, une vraie gestion de sa voix. Donc on n'est même pas dans le fait de se dire que ce n'est qu'une plante verte. Et c'est justement pour ça que tous les gros boss de l'industrie ont essayé de la mettre quelque part. On l'a envoyée en studio plusieurs fois. Jusqu'en 2014 encore, elle a réussi à avoir un contrat en major. C'est-à-dire que plein de super artistes des années 90, on n'a pas investi sur eux en major dans les années 2010. Elle, on a réussi à la remettre en major et elle a réussi à ne rien sortir.
Elle a réussi à être mariée pendant 4-5 ans avec Ryan Toby, qui a écrit de gros titres pour Usher, pour Mary J. Blige, pour Justin Bieber et pour plein d'autres personnes. Et elle n'a jamais profité de ça pour sortir des chansons à elle. Alors c'est soit elle est très paresseuse et elle n'est vraiment pas habile, soit elle a dû vivre peut-être quelque chose de traumatisant sur son succès dans City High et avec les deux garçons, même si elle dit que pour elle ça lui paraissait normal, qu'il l'a totalement dégoûté du game. Je me souviens encore de ses passages dans R&B Divas parce qu'on l'attendait, il y avait des commentaires autour d'elle. Et j'avais dit à un pote que c'est drôle parce qu'effectivement, elle est très belle, elle est magnifique, tu la vois passer à l'écran. Toutes les autres, là, on dirait des has-been et elle est toujours très fraîche. Et à l'époque, j'avais utilisé la métaphore en disant, c'est comme s'il y avait eu un interrupteur en elle et qu'on avait appuyé sur éteint. Et donc, du coup, tu la vois, là, elle est très jolie, mais on dirait quelqu'un qui a énormément souffert, tellement souffert qu'il en devient vide, totalement ailleurs. C'est cette impression-là qu'elle m'avait donnée et qui me semble finalement cohérente avec le fait qu'elle ait raté sa seconde chance quand on l'a sortie plus ou moins de sa voiture et de la rue avec ses enfants en fait. Une autre chanteuse aurait tout fait pour grind et tout, mais finalement elle a pris beaucoup de recul. Après, Tyler Perry a aussi essayé de la sortir de là, mais elle n'est plus jamais revenue dans l'industrie et ça restera plus ou moins le mystère autour d'elle. Est-ce parce qu'elle n'avait pas la vision, le talent ou l'équipe pour lui faire un projet de ouf? Mais ça, en vrai, je vous ai dit que c'est pas vrai. Tous les gros producteurs étaient en studio avec elle. J'ai encore vu une interview la semaine dernière de Big Cox qui racontait une anecdote. Et il parlait justement du fait que Claudette Ortiz était avec lui. Je me suis dit, putain, mais elle a vraiment été en studio avec tout le monde. Donc vraiment, tout le monde plus ou moins sait qui elle est, mais elle n'a jamais pu aboutir. Ah, et pour la petite histoire, récemment encore, Fabulous a enflammé les réseaux sociaux en postant des photos de Claudette Ortiz sur Instagram. Il voulait critiquer les femmes qui se refont leur corps. Il a donc ressorti les photos de Claudette en disant à tout le monde, voilà une vraie femme, les femmes de l'époque, elles étaient vraiment magnifiques. Tout le monde s'est vexé parce qu'effectivement, les femmes se sont senties agressées comparées à une autre femme. Mais surtout dans les commentaires, il y avait tous les rappeurs de son époque. Tout le monde était dans les big up, Claudette ceci, Claudette cela. Et c'était assez drôle dans le même temps parce qu'on voit effectivement qu'elle est restée un fantasme de son ère. Et de l'autre côté, c'était pas très malin pour Fabulous au vu de son public féminin. Surtout qu'il était en couple à l'époque. Et l'autre histoire, ça pourrait être que lors de ce succès avec City High qu'il a complètement propulsé, cette espèce de triangle amoureux lui a laissé peut-être un dégoût du game qui a fait qu'elle n'a plus vraiment eu envie de se lancer en solo et qu'elle s'est progressivement retirée du game. Que pensez-vous de ces deux théories et de l'histoire autour de Claudette Ortiz? Certaines personnes disent que si elle n'avait pas rencontré ces deux garçons-là, elle serait certainement une superstar et qu'elle aurait une toute autre carrière. Mais peut-être que si elle les avait pas rencontrés, elle n'aurait pas rencontré Wyclef qui a fait d'elle ce qu'elle est devenue. Est-ce que pour vous, le groupe City High a été toxique? Et il faut savoir qu'en réalité, pour moi, c'est vraiment le summum de leur carrière parce qu'aucun des trois n'a vraiment réussi à produire un projet de cet acabit-là après. Même si Ryan Toby a sorti des albums, il n'est jamais revenu au niveau très haut pour moi qu'était City High. C'était vraiment une association particulière au vu de leurs circonstances amoureuses, mais bizarrement, ça a donné quelque chose qui n'a pas pu être reproduit par chacun d'eux après. Donc, est-ce que c'était vraiment un mauvais deal? Est-ce qu'elle a fait une erreur de jeunesse en sortant avec les deux? Et est-ce qu'aussi les deux n'ont pas fait des erreurs en ayant des rapports sentimentaux avec leurs collègues de travail en fait? Bref, dites-moi ce que vous pensez du petit mystère autour de la non-carrière R&B de Claudette Ortiz. Ceux qui ont vu R&B Divas, comment l'avez-vous trouvé dans la série? Et enfin, pour ceux qui étaient, pendant que vous vous abonnez, que vous likez, que vous commentez, que vous partagez, que vous me disiez quelle est votre chanson préférée de City High, on se fait un petit 5-5 Brown Eyes. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.